Pour que aux États-Unis les femmes réussissent à fumer, il a présenté les cigarettes comme des flambeaux de la liberté. Ça exacerbait le désir que les femmes avaient de se libérer de ce désir d'émancipation. Et justement, ce sont ces images-là, inconscientes désormais, qui vont induire les choix que vous allez faire, les choix religieux, les choix scolaires, les choix de vêtements, les choix, etc., que vous allez faire et dont vous êtes convaincu que vous êtes l'auteur. Donc, ce gouvernement invisible agit donc comme un ingénieur social qui travaille sur vos opinions. Bonjour et bienvenue sur Be Different. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre vos enfants dans telle école plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce que vous avez choisi par exemple une Toyota plutôt que une toute autre voiture, une Renault, Peugeot, etc. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être chrétien si vous l'avez fait au lieu d'être musulman? Ou bien pourquoi est-ce que vous avez choisi un vêtement jaune plutôt que bleu? Pourquoi est-ce que vous avez choisi être dans le RDPC plutôt que dans le SDF? Vous êtes-vous déjà posé ce genre de questions? Probablement. Et si vous êtes déjà posé ce genre de questions, quelles réponses avez-vous trouvé? Certainement des réponses qui essaient de justifier vos choix, n'est-ce pas? Lorsque vous pensez, vous trouvez non, mon choix a été clairement réfléchi, clairement pensé, clairement. Probablement, je suis certain que c'est ça. Mais savez-vous que vos choix ont été construits avant même que vous ne sachiez que vous aurez un jour à les faire? De façon à ce que le jour où vous êtes confronté à ce choix, quelqu'un a déjà fait le choix à votre place et vous exécutez simplement ce que la personne a décidé que vous choisiriez. Avez-vous déjà pensé à ça? Certainement pas. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Nous allons constater cela avec le document que nous allons examiner aujourd'hui, un livre extrêmement intéressant. Et c'est un vieux livre qui a été écrit dans les années 1928. Vous imaginez, c'est le livre intitulé Propaganda de Édouard Bernays. Qui est Édouard Bernays? Édouard Bernays est né en 1891. C'est un neveu de Sigmund Freud. Bernays est un peu la personne qui a pratiquement créé le métier de relations publiques. Il a beaucoup utilisé les connaissances en psychanalyse de son oncle, Sigmund Freud. Mais en plus de cela, il a utilisé les connaissances de Gustave Le Bon, dont nous avons déjà tourné une vidéo dans le passé. Donc, allez regarder cette vidéo, Psychologie des foules. Il a étudié ces éléments pour pouvoir arriver à comprendre la façon dont on peut manipuler les foules. Ce livre, Propaganda, est une défense transparente à la propagande. La propagande qu'il définit comme un organe exécutif d'un gouvernement invisible. Oui, ce gouvernement invisible dont je vous parlais tout à l'heure, qui a induit les choix que vous avez faits. Mais on va voir ça plus tard. Donc, Bernays stipule dès le départ que ce gouvernement invisible est non seulement réel, mais en plus, il est indispensable pour le fonctionnement de la société telle que nous la voyons aujourd'hui, la société moderne. Dans cette analyse, nous allons donc décortiquer 3 éléments que Bernays utilise pour prouver pourquoi et comment nous sommes, à notre insu, dirigés par une minorité beaucoup plus intelligente qu'il a appelé bien sûr le gouvernement invisible, qui est le thème de cette vidéo. Commençons par le premier point. Notre idée principale est la plus percutante, l'existence d'une élite dirigeante qui agit dans l'ombre, à notre insu, derrière les rideaux, pour organiser le chaos. Alors, ici, il ne faut pas comprendre le chaos comme s'ils sont en train de travailler à créer le chaos, non. Bernays, ici, indique que le citoyen moderne, bombardé par d'innombrables informations, ne peut pas objectivement se forger des opinions rationnelles sur un ensemble de sujets. Parce que, par exemple, s'il faut traiter des questions d'économie, des questions de sciences, des questions de ceci, il faut qu'il ait en main tout un ensemble d'informations et qu'il puisse trier dans ces informations pour prendre des décisions logiques. Et théoriquement, cela semble impossible parce que la quantité d'informations qui sont disponibles pour que nous puissions arriver à des conclusions est tellement astronomique. Et aujourd'hui encore, avec plus d'informations que le monde a, c'est
Selon Bernays, c'est pratiquement de l'ordre de l'impossible qu'un individu puisse, pour prendre des décisions, pouvoir recouper toutes les informations qui existent dans la société et pouvoir prendre une décision. Ça, c'est le premier objectif. Cet ensemble d'informations, cette masse immense d'informations est un peu ce qui entre dans le chaos. C'est un peu pourquoi il dit comment organiser le chaos, parce que toutes ces informations, c'est un peu chaotique. Il faut les ordonner. Et pour y arriver, selon lui, si les humains cherchent à aller plonger dans ces informations, eh bien, ça va créer une forme de paralysie. Et donc, deuxièmement, donc, pour éviter cette paralysie, la société a elle-même volontairement accepté qu'un gouvernement invisible prenne le soin de passer ces informations au crible pour mettre en lumière le problème fondamental ou bien la solution principale qu'elle va vous proposer. Et ce petit groupe d'élite ficelle donc, non pas par des méthodes malveillantes du point de vue de Bernays, mais par sa capacité à modeler les esprits. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons arriver à avoir une envie de ceci ou une envie de cela, un goût pour ceci, un goût pour cela, pour la Peugeot au lieu de la Toyota, ou pour le vélo plutôt que de prendre le tramway, par exemple. Il est crucial ici de comprendre que pour Bernays, cette manipulation dont nous parlons n'est pas un vice, mais c'est une nécessité pratique découlant de la complexité dans laquelle le monde moderne se trouve. Il faut que l'opinion soit organisée et polarisée. Écoutons cet extrait qui introduit directement le chapitre 1 d'ailleurs de ce livre. Alors, ce livre a 11 chapitres, je ne vous ai pas parlé de lui. Ce livre, c'est un livre court, il a 11 chapitres, il est très très bien ficelé, de façon à ce que vous pouvez naviguer avec une certaine aisance. Alors, voici ce que, d'entrée de jeu, dès le chapitre 1 intitulé « Organiser le chaos », dès le chapitre 1, ce que Bernays dit. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes, pour une large part, gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. Donc, pour comprendre que Bernays ici n'était pas en train d'induire ou bien de créer ou bien de vouloir utiliser cette connaissance de façon maléfique, non, il indiquait simplement la nécessité du point de vue de l'immense complexité dont notre société ont atteinte. Pour décortiquer les mécanismes de propaganda, le livre de Edouard Bernays, et les rendre accessibles à toutes les familles, à toute la famille, j'ai créé un PDF, un résumé PDF complet, détaillé, adapté pour les parents et pour les enfants. Ce document est simple, il est éducatif et vous donne les clés pour comprendre l'influence invisible de ce gouvernement invisible dans notre vie quotidienne. Trouvez-le dans le lien en description. Notre deuxième idée est le comment. La méthode scientifique employée par ce gouvernement invisible pour arriver à ses fins. L'efficacité de la propagande repose sur l'exploitation du livre La psychologie des foules, dont nous avons déjà fait un résumé dans ce livre. Vous pouvez regarder quelque part là, il apparaît quelque part ici. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez regarder cette vidéo. La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Bernays a été influencé dans son étude ou bien dans l'étude qu'il nous livre dans Propaganda. Il a été influencé par son oncle, bien sûr, Freud, et Lippmann et Gustave Le Bon, dont je vous ai parlé de la vidéo tout à l'heure. Et c'est grâce à cela qu'il a compris que les foules ne sont pas motivées par le raisonnement, non, ils sont motivés par une impulsion et par des émotions. Le propagandiste, ou bien ce gouvernement invisible donc, ne s'adresse pas à notre raison, pas du tout, mais il s'adresse à des désirs que nous avons refoulés, en transformant les produits que nous allons acheter, la voiture, la cigarette, le vêtement, l'école où nous envoyons nos enfants, ils transforment ces choix en des symboles de quelque chose que nous n'osons pas nous avouer que nous désirons. Par exemple, une voiture.
Ce n'est pas qu'un moyen de transport, ça devient un symbole de stature sociale. Et ça, vous le savez, de toutes les façons, beaucoup de Camerounais le savent. Au lieu donc de faire de la publicité en répétant « achetez mon produit, la nouvelle propagande crée des circonstances, en amont des circonstances spécifiques qui forcent la demande. Par exemple, et c'est ce que Bernet a fait, pour pousser les femmes américaines à fumer. Au lieu de parler de la cigarette, non, c'est trop brutal, les femmes doivent fumer. Non, dans un monde où c'était scandalisé, c'est un scandale encore. Je crois que dans nos populations ici, au Cameroun, quand même encore, c'est encore un scandale. C'est vrai que c'est de moins en moins un scandale maintenant, mais c'est quand même encore vu bizarrement qu'une femme fume. Mais Bernet, pour que aux États-Unis les femmes réussissent à fumer, comment est-ce qu'il a présenté les cigarettes? Comme il a appelé ça en anglais Torches of Freedom, les flambeaux de la liberté. Vous voyez, ça exacerbait le désir que les femmes avaient de se libérer de ce désir d'émancipation. Et donc, les femmes se sont mises à fumer et le chiffre d'affaires du fabricant de cigarettes a explosé. Donc, ce besoin caché de liberté, d'émancipation était là, mais il fallait passer par lui pour pousser les femmes à fumer. Quel rapport? Mais la construction a été faite depuis. Et si vous demandez à une femme, mais pourquoi est-ce que vous choisissez de fumer, elle va vous dire, mais parce que je veux démontrer ma liberté. Mais on peut démontrer sa liberté sans fumer. Mais vous voyez que le choix qu'elle a fait, elle va le décrire de façon logique. Mais en fait, il a été fait longtemps à sa place. Donc, le propagandiste, ou bien ce gouvernement invisible, agit donc comme un ingénieur social qui travaille sur nos opinions, vos opinions, mon opinion à moi, en fonction des intérêts personnels du leader qu'il a recruté pour créer cela. Écoutons ce que Bernays dit une fois de plus, et allons cette fois-ci au chapitre 4. Il dit ceci, ce chapitre 4 est intitulé « La psychologie des relations publiques ». L'étude systématique de la psychologie des foules a mis à jour le potentiel que représente pour le gouvernement invisible de la société la manipulation des mobiles qui guident l'action humaine dans un groupe. Les recherches sur la mentalité collective ont démontré d'une part que le groupe n'avait pas les mêmes caractéristiques psychiques que l'individu, d'autre part qu'il était motivé par des impulsions et des émotions, d'où, naturellement, la question suivante. Si l'on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective, ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu'elles s'en rendent compte? Oui, on le pourrait. C'est d'ailleurs cette question qui est le leitmotiv des manipulateurs de masse de ce gouvernement invisible. C'est cette question-là. Si je comprends comment les masses fonctionnent, eh bien je peux les commander. Ils ne cherchent pas à changer les faits, ce gouvernement invisible. Ces manipulateurs de masse. Non, les faits sont établis, ils sont là, vous les voyez, vous les savez avec vous. Mais ce qu'ils cherchent, c'est à déterminer les circonstances et à créer simultanément les images dans l'esprit de millions de personnes. Et justement, ce sont ces images-là, inconscientes désormais, qui vont induire les choix que vous allez faire, qui vont induire les choix religieux, les choix scolaires, les choix de vêtements, les choix, etc., que vous allez faire et dont vous êtes convaincu que vous êtes l'auteur. C'est brillant, n'est-ce pas? La troisième idée aujourd'hui que nous allons voir, c'est l'étendue que la propagande peut prendre. Elle va bien au-delà du commerce, elle va bien au-delà de la culture, elle va bien au-delà des œuvres sociales, elle touche aussi l'éducation. Bernays affirme dans son livre que tous ces domaines dont nous venons de citer ont besoin de la propagande, non seulement pour survivre, mais aussi pour progresser. Par exemple, le travail social doit se battre contre l'inertie des habitudes. Parce que pour faire évoluer un groupe socialement, il faut de temps en temps modifier les habitudes et les habitudes sont quelque chose qui s'est bien stagné. La diminution, par exemple, de la mortalité infantile ou les campagnes contre la tuberculose sont l'œuvre de la propagande. Ça pourrait faire évoluer la santé. De notre part, l'art et la science doivent quitter sa tour d'ivoire de je sais tout pour entrer dans la propagande, pour pouvoir se faire accepter et surtout pour avoir des financements.
Ce que moi je trouve qui devrait le plus retenir notre attention, à vous parents, à vous mamans, à vous papas, c'est l'éducation. Les enseignants réalisent aujourd'hui, dans les écoles, lorsque vous y allez, réalisent déjà aujourd'hui un double rôle. Premièrement, un rôle de propagandiste et deuxièmement, un rôle de professeur. Les universités, qu'elles soient privées ou publiques, se vendent désormais aux électeurs, aux donateurs, pour assurer leur propre prospérité. Écoutons cette prédiction qu'avait fait Bernays à ce sujet, et cette fois-ci vers le chapitre 8. La formation qu'ils reçoivent dans les écoles normales devrait les amener à réaliser que leur tâche comporte en fait deux volets. L'enseignement à dispenser aux élèves en tant que professeur et l'enseignement à dispenser à l'opinion en tant que propagandiste. Alors ici, Bernays utilisait le terme « devrait ». Mais vous conviendrez avec moi que ce n'est plus de vrai. Ceci est déjà le cas dans plusieurs pays. Les enseignants sont désormais utilisés pour des propagandes. Des universités publiques comme privées sont financées par des richissimes hommes d'affaires pour infléchir l'éducation dans le sens de leurs intérêts. Que ce soit pour les cotonneries du Burkina Faso ou bien les découvertes scientifiques de l'université de Yaoundé 1, la propagande est la force motrice qui transforme le savoir abstrait en intérêt public et crucialement, bien sûr, en financement. Bien sûr, tous ces éléments sont bien détaillés dans le PDF que j'ai préparé, et j'ai préparé un PDF spécial pour les enfants qui est dit de façon narrative dans la présentation de Propaganda. Cette préparation est faite de façon narrative et éducative et simple pour que les principes de Bernays deviennent comme une histoire fascinante que vous racontez à votre enfant. Donc, ne laissez pas l'éducation à la pensée critique aller au hasard comme ça, non. Cliquez dans le lien en description pour prendre votre PDF. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? L'ouvrage Propaganda de Édouard Bernays, qui a été publié bien sûr en 1928, est bien plus qu'un simple manuel de relations publiques. C'est un document politique incontournable que vous devriez avoir dans votre maison parce qu'il révèle les convictions profondes d'une partie de notre société aujourd'hui. Et il faut dire que ces méthodes ont évolué avec le temps. Bernays a cherché à transformer la démocratie, ou bien le monde dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons, non pas en la détruisant, mais en gérant via l'ingénierie sociale. Il voyait la manipulation non pas comme un outil pour créer le désordre, mais c'est un outil pour créer de l'ordre en partant du chaos des informations et du chaos du nombre de personnes qui doivent traiter ces informations. Cependant, il est vital de se rappeler, comme le souligne bien sûr la préface même de ce livre, que ce que propose Bernays est à l'opposé de ce que c'est qu'une démocratie moderne. Entre guillemets, pour ceux qui croient en la démocratie, parce que moi j'y crois pas. Parce que les méthodes qu'il a décrites ont été perfectionnées par des États démocrates. On a vu Colin Powell, Bush, Obama utiliser ces méthodes à des fins sombres telles que des campagnes destructives contre les Afghans, contre les Libyens, contre les Ukrainiens aujourd'hui. Donc l'héritage de Bernays est ambivalent. Il a institué l'idée que la vérité peut être subordonnée à l'objectif de persuasion. Aujourd'hui, comprendre les mécanismes de la propagande, c'est s'armer de la lucidité nécessaire dont nous avons besoin pour distinguer les faits réels des faits fabriqués. Il faut bien pouvoir les discerner parce que ce sont ces faits qui façonnent nos vies, ce sont ces faits qui décident de nos choix, ce sont ces faits, une fois accumulés dans notre être, dans notre vie, qui choisissent ou bien qui déterminent la façon dont nous allons poser un pas ou l'autre. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ensemble des choses dont a parlé Bernays dans ce livre, n'hésitez pas à prendre le PDF en description. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites un like, partagez à ceux à qui vous pensez que ce sera utile, faites des commentaires, proposez-moi des livres pour que je puisse aussi continuer à faire ces résumés, continuer à apprendre, continuer à étudier parce que c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.